Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui s'intitule Risque routier pro et facteurs humains, enjeux, mécanismes et prévention. C'est un webinaire qui est prévu pour une durée de 45 minutes environ de présentation et à la fin, nous aurons un temps dédié pour vos questions d'environ 15 minutes. Pour poser vos questions, vous pourrez utiliser la fenêtre questions-réponses. Donc, c'est le bouton Q&R. N'utilisez pas la fenêtre chat discussion parce qu'elle est désactivée. Et je rappelle, donc, vous aurez le replay et le support PDF de ce webinaire qui seront disponibles d'ici quelques jours sur notre site présence-pacacorse.org. Je vous invite déjà à scanner le QR code qui se trouve à votre écran. Ça vous permettra de pouvoir répondre à des questions qui seront posées pendant le webinaire, voilà, pour avoir un côté un petit peu interactif. Donc, le webinaire est organisé par le réseau Présence PACA Corse, qui regroupe les 16 services de prévention et de santé au travail des régions PACA et Corse. Le contenu du webinaire d'aujourd'hui a été co-construit par les trois services AIST 84, Odalia et SPST 2B. Alors, je vais laisser d'abord nos intervenants se présenter. Bonjour, je suis Lucie Nittard, je suis technicienne hygiène et sécurité pour l'AIST 84. Je suis basée sur Avignon et j'accompagne les employeurs en matière de risques professionnels. Ah. Bonjour à tous, moi je m'appelle Théo Mauduit et je suis psychologue du travail chez Odalia. C'est la médecine du travail du Var, donc on intervient dans tout le Var pour diverses problématiques, euh, voilà, liées notamment aux risques psychosociaux. Bonjour à tous, moi c'est John Adela Major, je suis alternante en troisième année de BUT Hygiène, Sécurité et Environnement. Je suis actuellement technicienne hygiène et sécurité au sein du service de prévention et de santé au travail de la Haute-Corse. Et voilà, donc moi j'exerce mon métier sur tout le secteur de la Haute-Corse. Merci. Je vous précise, donc moi, je suis Cécile Sioni, chargée de communication pour le réseau Présence PACA Corse et je vous accompagnerai pour l'animation technique pendant ce webinaire. Avant de démarrer, je vois qu'on a un participant qui a levé la main. Ne levez pas la main parce que vous ne pouvez pas prendre la parole, mais si vous avez des questions, je rappelle que vous pouvez les poser dans la fenêtre QR et on y répondra en fin de webinaire. Donc, le webinaire va se découper en 4 parties. On aura une première partie de définition pour bien comprendre ce qu'on entend par accident de trajet, accident de mission. Ensuite, nous vous donnerons quelques chiffres. Puis, nous aurons une troisième partie sur la prise de risque sur la route, en voyant quels sont les facteurs de risque physiologiques et psychologiques, avant de terminer par une quatrième partie sur la prévention du risque routier, les enjeux et les outils. Je vais laisser maintenant la parole à Lucie Mittard pour la première partie de ce webinaire. Merci Cécile. Donc oui, sur les définitions, les accidents du travail et les accidents de mission qui sont définis par le Code de la sécurité sociale. Dans un premier temps, on a l'accident de trajet qui a lieu pendant le trajet aller ou le trajet retour. Il s'agit de la résidence principale du domicile, ou ça peut être aussi une résidence secondaire. Il faut qu'elle présente un caractère de stabilité. On parle de fréquence et de régularité. Ça peut être aussi tout autre lieu où le travailleur se rend, mais de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial. On parle aussi du lieu de travail et de restauration, donc le restaurant où on peut se rendre, la cantine, en tout cas le lieu où le travailleur prend habituellement, là aussi, ses repas. Le contexte, donc on l'a vu, la prise en charge, c'est la couverture de la sécurité sociale. Il n'y a pas de faute inexcusable de l'employeur et il y a moins d'obligations pour l'employeur parce que le trajet domicile-travail, il est considéré comme une activité de l'ordre du privé. Il est en dehors du lieu et du temps de travail. Par conséquent, les risques liés au trajet ne sont pas directement sous le contrôle de l'employeur.
Pour l'accident de mission, c'est différent. Lui, il survient lors d'un déplacement nécessaire à l'exécution de son travail. Il y a un lien de subordination entre le salarié et son employeur. Et considéré, l'accident de mission, il est considéré comme un accident du travail parce que potentiellement la responsabilité de l'employeur, en tout cas de l'entreprise, sera engagée. Voici pour ces deux aspects. Quelques chiffres. Alors, les chiffres, c'est un constat et ils émanent du rapport annuel, c'est 2023, de la sécurité sociale sur les risques professionnels. Et là, on a fait bien évidemment un focus sur le risque routier. Le risque routier fait partie des principaux risques à l'origine des accidents du travail graves ou mortels, avec certains risques comme le travail en hauteur. Donc quelques chiffres ici, on a 332 décès recensés à la suite d'accidents de travail. C'est 60% des accidents de trajet qu'on considère, enfin qui sont imputables à la perte d'un contrôle d'un moyen de transport. On va le voir tout à l'heure. Les accidents routiers en mission sont souvent plus graves que les autres types d'accidents. On parle aussi de jeunes travailleurs. Les jeunes travailleurs, c'est les moins de 35 ans, pardon, qui sont particulièrement exposés aux accidents mortels lors des déplacements professionnels. Quant au mode de déplacement, ce sont plutôt les utilitaires et les poids lourds qui sont plutôt pointés du doigt et qui sont impliqués dans les accidents mortels lors des trajets professionnels. Pour ce qui est de la prise de risque sur la route, les facteurs de risque physiologiques et psychologiques, je laisse la parole à Théo. Ok, bah merci Lucie. Effectivement, moi je vais vous parler de pourquoi est-ce qu'on prend des risques sur la route et on va essayer de trouver des explications ensemble sur sur les facteurs physiologiques et psychologiques qui peuvent nous amener à prendre finalement ces risques sur la route et comment est-ce qu'on peut essayer de s'en prémunir. Voilà. Donc, en introduction, je dirais que la route, c'est quand même, essayer de rappeler que la route, c'est un espace de partage où chacun prend, du coup, consciemment ou non, des décisions qui influencent sa sécurité et celle des autres, puisque c'est un espace qui est partagé. Comme je disais, on va essayer de comprendre pourquoi certains conducteurs ils prennent plus de risques que d'autres et quels mécanismes nous poussent à sous-estimer le danger, comment notre état physique et mental impacte aussi notre conduite parce qu'il nous impacte. On va explorer voilà, comment les facteurs physiologiques et psychologiques sont impliqués dans la prise de risque sur la route et rappeler que voilà, l'objectif, c'est pas de pointer du doigt les comportements à risque, c'est-à-dire que ces comportements, ils sont faits, mais c'est essayer de mieux les comprendre pour essayer de mieux les prévenir. La sécurité routière, ça repose pas uniquement sur des règles et des infrastructures, elle dépend avant tout de notre capacité à anticiper, à nous adapter et à prendre conscience de notre propre limite. Voilà, le but, c'est vraiment pas du tout de pointer du doigt les comportements sur la route, c'est juste d'essayer de mieux les comprendre. Donc, l'accidentologie routière, rappeler ce que c'est l'étude des accidents, de leurs causes, de leurs conséquences et des moyens de prévention. Cette discipline, elle s'appuie sur des analyses statistiques, donc c'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Des enquêtes de terrain et des études comportementales pour mieux comprendre pourquoi et comment les accidents surviennent et proposer des solutions pour les éviter. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir là. On va essayer de faire une sorte ensemble, de voir certaines statistiques et essayer de mieux comprendre ces prises de risque finalement. Donc, on peut se demander du coup quelle est la place d'un psychologue dans l'accidentologie et elle intervient à plusieurs endroits. C'est-à-dire en premier lieu au niveau de l'analyse des comportements à risque. Donc, le psychologue il peut étudier les facteurs psychologiques qui influencent les comportements dangereux. Donc, ça peut être le stress, la fatigue, la prise de risque ou les distractions. Il peut évaluer l'impact des émotions sur la conduite ou l'exécution des tâches à risque. En deuxième lieu, au niveau de préventif et de la sensibilisation, le psychologue il participe à l'élaboration des campagnes de sensibilisation et de prévention, que ce soit alors au niveau national ou au niveau d'une entreprise, on peut faire des sensibilisations, qui, on va dire précises sur un secteur, sur une équipe même au sein d'une entreprise. Donc voilà, on peut sensibiliser les professionnels, donc que ce soit des chauffeurs, des ouvriers, des pilotes, aux bons réflexes face aux situations dangereuses.
Malheureusement, on est aussi là pour prendre en charge les victimes et les témoins. Donc, on peut aider à surmonter le stress post-traumatique après un accident ou voilà, soutenir les professionnels exposés aux accidents graves, donc par exemple les pompiers, les policiers ou les soignants. Euh, et enfin, en dernier lieu, on est amené à évaluer des aptitudes, c'est-à-dire on peut évaluer les capacités cognitives et psychologiques des conducteurs ou des travailleurs à risque, par exemple avec des tests psychotechniques pour récupérer le permis de conduire. Et ces diagnostics nous permettent de voir finalement que ces troubles, ils impactent la sécurité, donc les fatigues chroniques, troubles d'attention, dépendance. Donc, comme c'est écrit en bas, en résumé, le psychologue contribue à la compréhension des comportements accidentogènes, à la prévention des accidents et à la prise en charge des personnes touchées par ces événements finalement. Donc, on est là avant, pendant et après. Merci Théo. Je reprends la parole pour une première question. Donc, je vous rappelle, vous pouvez scanner le QR code qui se trouve sur l'écran avec votre smartphone. Comme ça, vous pourrez jouer avec nous. Et du coup, il faut vous donner vous inscrire avec un petit pseudo. Voilà, je vois que vous êtes en train de vous inscrire. Donc, je laisse un petit peu de temps pour que chacun puisse nous rejoindre et qu'on puisse jouer pour cette première question. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous rejoint. Je laisse vous connecter et on va démarrer pour la première question. Alors, cette première question, elle s'affiche à l'écran. Donc, sélectionnez la part d'accident en pourcentage pour chaque facteur. Donc, vous pouvez sélectionner en faisant dérouler. Donc, on retrouve le facteur humain donc il y a trois propositions, il faut choisir, hein. On retrouve pareil le facteur environnement et là également, il faut choisir. Et on retrouve le facteur mécanique et là aussi, vous avez un pourcentage à choisir. Donc, je laisse quelques secondes pour que tout le monde puisse se jouer et répondre. Donc, n'oubliez pas, il y a un bouton soumettre, hein, quand vous avez fini, quand vous avez trouvé la bonne réponse. Donc, il faut bien cliquer sur ce bouton pour que ça valide votre réponse. Allez, c'est terminé et on va voir les bonnes réponses qui s'affichent. Donc, on retrouve le facteur humain dans 90% des causes, on retrouve le facteur environnement dans 5% des causes et on retrouve le facteur mécanique dans 5% des causes. Et voilà, on voit que Erika et Didier ont bien répondu à cette question. Et il y en a d'autres aussi, hein, mais c'est la rapidité aussi qui jouait. Donc, je redonne la parole à Théo pour commenter les résultats et puis reprendre la présentation. Alors du coup, comme on a vu, on a vu, je crois que 100%, il y a eu 100% de bonnes réponses, il n'y a pas eu de mauvaises réponses en tout cas. Donc super, on est tous au courant que les accidents, c'est 90% d'humains, 5% mécanique et 5% environnement. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui sait ça, c'est-à-dire que souvent, on a quand même l'impression, on entend souvent que les accidents, ils sont dus à un défaut technique parce qu'il y a eu une intempérie X ou Y. Mais non, non, il y a bien 9 accidents sur 10 qui sont dus à l'humain finalement. Et bon, ben, bravo à vous d'avoir tous bien répondu. Voilà, donc au niveau de la prise de risque sur la route, le conducteur il prend des risques au volant ou au guidon, s'il est à moto ou à vélo ou peu importe, en fonction des risques qu'il perçoit dans son environnement, donc de façon consciente et inconsciente, et on va donc adapter sa conduite en conséquence. C'est-à-dire qu'on ne conduit pas de la même façon en fonction si on perçoit qu'il y a des risques sur la route ou non. Ça c'est la première explication. Et il- pour ça, pour le fait de voir notre perception différente des risques, elle va être faite par plusieurs facteurs. Et donc, on va les voir ensemble. Mais on promet, je vais vous demander du coup quels sont les facteurs qui peuvent rentrer en compte dans la perception que nous avons du risque sur la route selon vous. Pareil, c'est avec le QR code. Normalement, vous pouvez écrire. Oui, on va voir apparaître du coup vos réponses sous la forme d'un nuage de mots. Donc, vous pouvez
Vous pouvez répondre directement à l'aide de votre smartphone. Donc, on voit déjà hein, la vitesse. Théo, je vous laisse Ah, peut-être on voit la commenter. vitesse, c'est ça, ouais, je les vois en même temps. La fatigue, le stress, l'alcool, la jeunesse, donc il y a l'âge qui a été pris en compte. Ok, ok, ok. Beaucoup la fatigue, ça a l'air de ressortir souvent, du coup. Mm. Il est écrit en gros. Alcool et vitesse aussi. Hein. Bon. Ouais. Fatigue, vitesse, alcool, téléphone qui apparaît, le stress, alcool, vitesse, fatigue. Super. Voilà. Donc, Super. effectivement, Alors on voit bien quoi, qu'il y a que quatre, cinq qui ressortent, la fatigue, l'alcool, la vitesse, le stress et le téléphone. Effectivement, c'est des facteurs qui rentrent en compte finalement dans notre prise de risque sur la route parce que c'est des facteurs qui vont altérer ou notre perception du risque ou altérer tout simplement notre vision. Par exemple, le téléphone, bon, si on a les yeux sur le téléphone, on n'a pas les yeux sur la route, donc forcément, on va peut-être moins voir les risques qu'il y a. Euh, voilà, normalement, je crois qu'après, on arrive sur, voilà. Est-ce que notre perception du risque, elle est vraiment fiable? Donc, notre cerveau, il va analyser en permanence notre environnement. Il est pas infaillible, malheureusement. Il existe des limites qui sont physiologiques à notre perception, qui peuvent nous induire en erreur sans que nous en ayons conscience. On va la voir après. Mais on va voilà, parler surtout du phénomène de la cécité physiologique. Donc, c'est elle illustre comment certaines zones de notre champ visuel peuvent être invisibles sans que nous nous rendions compte. Et comment cela peut impacter notre sécurité sur la route. C'est-à-dire vous allez voir qu'il y a une tâche aveugle, on a une activité juste après, et où est-ce que le cerveau ne perçoit pas. Donc, je ne sais pas quelle est la dimension de votre écran, mais si vous pouvez vous placer devant enfin, cacher votre œil gauche, placer votre œil droit devant la croix, et la fixer, normalement, le rond, il devrait disparaître. Je ne sais pas si ça dépend de la taille de l'écran et comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à celui-ci, mais je peux vous dire que dans 100% des cas, normalement, vous êtes censé ne plus voir le rond. Je vous laisse quelques secondes pour. Et, euh, et du coup, on va expliquer après d'où ça vient. Et voilà, en fait, c'est une zone dans la rétine, c'est-à-dire qu'il y a notre œil, et notre œil, ben, dedans, il y a des photorécepteurs qui permettent, des cellules photoréceptrices qui nous permettent de voir finalement, de voir le monde qui nous entoure. Et ben, il y a une zone dans cette rétine où il n'y a pas de cellules photoréceptrices, c'est-à-dire que l'œil, il ne peut pas le voir. Donc c'est clairement une partie de notre champ visuel qui est invisible parce que normalement, il y a l'autre œil qui est là pour compenser, mais il y a un endroit dans notre vision, si on ferme un œil, on ne voit pas. C'est-à-dire que l'œil ne peut juste pas voir. Et donc, comment ça peut impacter notre conduite? Cette tâche, elle peut correspondre à une zone où se trouve un véhicule ou un piéton. Si l'autre œil ne veut pas compenser car il est fermé, par exemple avec une poussière, ou s'il est saturé d'informations à cause d'un gyrophare, soleil rasant, on a tous vu ce soleil rasant où est-ce on ferme à moitié les yeux, ou on essaie de se mettre à l'ombre du pare-soleil. Voilà, le fait de fermer un œil sur la route, ça crée vraiment une zone de vide. Et on entend souvent, par exemple, on entend régulièrement plutôt, le fait que des personnes disent, ah, je l'ai pas vu, le motard, je l'ai pas vu, ce piéton-là, j'ai pas vu. Il y a une possibilité, il y a un monde où vraiment il ne l'a pas vu. C'est-à-dire que l'œil ne l'a pas du tout perçu, donc le cerveau n'a pas pu comprendre l'information et n'a pas pu freiner, n'a pas pu adapter sa vitesse en fonction d'eux, etc. Et voilà, cette tâche, elle interagit avec d'autres facteurs, le fait d'avoir une déficit visuel, la fatigue, comme vous disiez tout à l'heure, faible luminosité, c'est des facteurs qui vont accentuer cette non-compréhension, on va dire, du cerveau. Il va encore moins voir finalement. Et donc c'est important d'avoir conscience de ça, parce que bah, quand on a finalement l'œil fermé, c- ça arrive quand même plus souvent qu'on peut le penser, et bah, faut pas croire qu'on est non plus sans risque à ce moment-là. Au niveau du facteur physiologique, donc on disait voilà, c'était plutôt le facteur. On va plutôt attaquer maintenant le facteur psychologique, mais on était sur le facteur physiologique, donc le facteur vraiment purement anatomique, on va dire. Et le facteur psychologique aussi rentre en compte, c'est-à-dire que la perception du risque, elle s'est pas seulement influencée par des éléments extérieurs, donc la météo, le trafic, la visibilité, même on va dire l'alcool, comme vous le disiez tout à l'heure, on le considère comme un facteur externe quand même à l'humain, ou en tout cas au facteur psychologique. Euh, Nous, on va parler ici là des biais cognitifs. Donc, c'est des biais, c'est des raccourcis mentaux qui influencent notre prise de décision, donc souvent de manière inconsciente.
et ça peut nous pousser à prendre plus de risques que nous le devrions. Ces raccourcis mentaux, ils sont faits pour notre bien, c'est-à-dire qu'on est humain, on n'est pas là pour, c'est pas le cerveau ne fait pas ça pour nous empêcher de prendre des risques, il nous fait ça pour nous faciliter la vie. Parce que si on n'avait pas ces raccourcis mentaux, ces biais, on surréfléchirait tout le temps et on intellectualiserait absolument toutes nos décisions et c'est pas le but non plus. Le cerveau, mais on a quand même cet instinct animal où on essaie de faire au plus vite et au plus rapide, au plus efficace pour lui. Donc, au niveau du facteur psychologique, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo. Voilà, des exemples de biais cognitifs. Je vais vous en présenter 5. Et voilà. Donc, le premier, c'est l'homéostasie du risque. Donc, c'est la balance entre le risque perçu et la probabilité de prendre un risque. Donc, ça va s'exprimer par exemple, sur une route où il pleut, je vais faire plus attention car je perçois plus de risques. Et on voit ça dans les accidents, c'est-à-dire qu'il y a moins d'accidents dus à une négligence, on va dire, sur une route quand il pleut, parce que quand il pleut, les gens font naturellement plus attention. Donc, il va y avoir cette approche-là qui est différente. Donc, ça se voit dans les statistiques. Le deuxième, c'est l'illusion de contrôle. Donc, on a tendance à surestimer son influence sur des événements qui sont en réalité aléatoires ou hors de notre contrôle. Donc, je pourrais mieux contrôler une situation de danger et mieux éviter l'accident. Donc, je peux me permettre d'aller un peu plus vite. Encore une fois, ça, le cerveau, on se le dit pas. C'est vraiment inconscient. C'est le cerveau, il va tout seul se dire, bah non, mais il va pas penser au fait qu'il peut lui arriver un accident. Donc, il va se dire, bon bah, c'est bon, je peux aller plus vite. C'est même pas conscientisé, c'est-à-dire que c'est vraiment inconscient. Le troisième, c'est le biais de surconfiance. Donc, on a tendance à surestimer ses propres capacités ou ses connaissances. Alors là, ouais, c'est une statistique qui est un peu rigolote, mais 75% des conducteurs se disent plus habiles que le conducteur moyen. Donc, on voit bien déjà qu'il y a un souci dans l'équation. C'est pas possible que trois quarts des personnes soient meilleures que la moyenne. Donc, forcément, dans le lot, il y en a qui se trompent. Et donc, forcément, dans le lot, il y en a qui vont prendre plus de risques parce qu'ils se disent qu'ils sont meilleurs. Donc, c'est des pilotes qui sont ils sont meilleurs que les autres sur la route. Alors que pas du tout. Il y en a, ils sont même sûrement moins bons que le conducteur moyen et on sait qu'il n'y a pas que l'habilité sur la route qui joue dans les accidents, malheureusement. Le quatrième, c'est l'optimisme comparatif. Donc, on se voit plus chanceux que les autres pour une même probabilité. C'est-à-dire que quand la probabilité, c'est un gain, bon, ben, on a l'impression qu'on a plus de chance que les autres. Donc, j'ai une chance de gagner au loto ou un peu au casino. Mais dans les pertes, par exemple, l'accident, il n'arrive qu'aux autres à chaque fois. Donc ça, on le voit bien justement au loto et aux accidents. Il y a cette phrase-là, l'accident n'arrive qu'aux autres, mais tous les gagnants sont des joueurs. Alors oui, certes, mais bon, on a quand même très peu de chances de gagner au loto et pourtant on y joue tous les vendredis. Voilà. C'est l'optimisme comparatif, c'est le cerveau, il se fait un raccourci en se disant je peux y arriver. Et le dernier, c'est l'illusion d'invulnérabilité. On se perçoit comme peu probable de subir des conséquences néfastes d'un événement négatif. Voilà, l'humain, il n'est pas fait pour se dire qu'il va mourir en traversant la route. Et il se dit que bon, bah, même si je meurs, enfin, même si j'ai un accident, le cerveau ne peut pas imaginer qu'il va en mourir. Donc, c'est-à-dire que je peux aller un peu plus vite. Si je vais à 140 au lieu de 130, c'est pas ça qui va me tuer. Si je vais à 50 au lieu de 30 dans une zone 30, bon, c'est pas ça qui va faire que je vais mourir ni rien. Tout ça, tous ces biais-là, en plus des autres, en plus, comme on disait, du facteur humain, de la tâche aveugle, en plus du fait de la fatigue, en plus de l'alcool, tous ces facteurs font qu'on prend des risques sur la route. Et c'est ça, en fait, qu'on essayé d'expliquer, principalement. Euh, voilà, c'est important de prendre conscience qu'on a ces phénomènes. Voilà, c'est des phénomènes qui sont naturels et inconscients, bien le rappeler. Vous n'êtes pas coupable ou victime de ces biais, c'est juste humain, pour le coup. Et il faut pas. Le but, c'est pas de se dire, ah ben non, je vais éviter tous ces biais-là. Si je vais essayer de plus faire d'optimisation comparative, j'ai essayé de mieux faire la balance entre les risques perçus. C'est humain. Simplement, être conscient de ça, être conscient du fait on est soumis à ces facteurs-là, c'est bien sur la route, des fois, de se dire, OK, pourquoi est-ce que je prends la décision d'aller plus vite? Pourquoi est-ce que je prends la décision quand c'est à 30 km heure, pourquoi je roule à 50? Si c'est juste parce que ça m'ennuie, essayer d'aller creuser ça un peu plus, de se dire, bon, bah, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une différence du risque perçu et risque réel? Et essayer de se questionner sur ça. Les personnes qui ont mis des zones 30, c'est pas pour nous embêter qu'ils ont mis des zones 30, c'est pour euh, assurer la sécurité de tous, mais aussi de vous-même, c'est pas que les autres. Donc voilà, c'est important je pense, de prendre du recul sur ces biais cognitifs, de savoir qu'ils sont là et essayer bah ouais, de s'en prémunir un maximum de leur influence finalement. Ok, merci beaucoup Théo. Donc maintenant, on va passer à une nouvelle question. Donc, on vous demande de quelle couleur sont les cases A et B que vous voyez sur le petit échiquier qui se trouve à l'écran. Donc, vous avez trois propositions.
A et B ne sont pas de la même couleur. A et B sont de la même couleur, mais je les perçois différentes. A et B sont de la même couleur et je les perçois de la même couleur. Donc, on voit que vous êtes en train de répondre. Alors, ne vous laissez pas influencer par des résultats qui s'affichent à l'écran. Mais effectivement, il y a quand même une majorité qui a l'air de se détacher. Donc, je laisse tout le monde répondre et puis Théo commentera et nous expliquera ce petit phénomène optique. Je pense que tout le monde a répondu. Alors, comme on peut voir, il y a une majorité dans les résultats de personnes qui, pour vous, les A et B ne sont pas de la même couleur. Bon, évidemment, si je pose cette question-là, c'est qu'ils sont de la même couleur là. C'est que A et B, ils sont de la même couleur. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez échiquier Anderson et Adelson, pardon, Adelson, Adelson. Et voilà, il y a des montages photos où est-ce qu'on voit que finalement vraiment que le A et le B sont la même couleur. Moi, je peux vous le jurer, je les ai imprimés et j'ai coupé les petits carrés A et B, c'est la même couleur. Mais on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors ça, c'est aussi un phénomène psychologique. C'est-à-dire que voilà, l'échiquier d'Adelson, il démontre que la façon dont nous percevons les couleurs et les contrastes peut être déformée par des facteurs externes comme la lumière et les ombres. Et en fait, c'est le cerveau qui a complètement remodelé l'information pour qu'elle colle à nos croyances. Donc, c'est un peu le parfait mélange entre physiologie et psychologique. C'est-à-dire que nos yeux, ils ont vu l'échiquier. Ils se sont dit, il y a vraiment une partie échiquier en bas, par exemple, avec une alternance de couleurs. Et il s'est dit, OK, j'ai compris, c'est un échiquier. Donc, forcément, ça va être une case blanche, une case noire. De là, il y a une espèce de un objet qui éclaire, qui projette une ombre dessus. Donc, peu importe qui met une ombre ou pas, moi, je vois un échiquier. Et c'est là où est-ce que le cerveau il est quand même puissant, c'est que même s'il y a deux couleurs qui sont exactement pareilles, les yeux les voient de la même couleur, le A et le B, le cerveau il va remodeler l'information, il va repercevoir complètement autre chose. Et il va se dire, non, 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 c'est un échiquier, c'est sûr, c'est sûr. En plus, il y a le truc qui fait de l'ombre, donc c'est ça qui fait sûrement que le cerveau il va se dire, bon, mes yeux ils ont capté qu'il y a une même couleur, mais l'ombre fait qu'il y a une différence de couleur. Et voilà, tout ça pour dire quoi? Sur la route, le cerveau, il va aussi remodeler l'information. Il n'y a pas que quand c'est un échiquier. C'est-à-dire que un panneau, par exemple, si le cerveau, il se dit non, non, c'est un panneau céder le passage alors que c'est un panneau stop, bah, je vais pas m'arrêter, j'ai pas besoin, puisque je capte qu'il y a ce panneau-là. Voilà. J'ai donné des exemples. Donc, le premier, la distorsion des couleurs sur la route, les conditions d'éclairage, les ombres ou la météo peuvent créer des illusions visuelles. Donc, un peu comme l'échiquier, le conducteur pourrait percevoir des feux de signalisation ou des panneaux de signalisation d'une manière différente de leur couleur réelle en raison du nombre projeté ou de la lumière environnante. Le cerveau, s'il se dit c'est un panneau, voilà, un panneau céder le passage et pas un panneau stop, je vais pas m'arrêter. Entre guillemets, on prend un risque sur la route. Donc, une explication de pourquoi on a pris un risque sur la route, parce que le cerveau, il a remodelé l'information juste pour que ça colle à ses croyances. Et le cerveau, il est vraiment assez puissant pour ça. C'est vraiment aussi ce même cas quand on dit, je reviens sur cet exemple-là, mais je ne l'ai pas vu. Dans la moto, par exemple, la moto, elle est passée à côté de moi, mais je ne l'ai pas vue. Mais le cerveau, il a peut-être clairement remodelé l'information parce qu'il s'est dit, il n'y a pas de moto, moi, je vais bloquer même cette information, je la vois, mais non, le cerveau, il va bloquer l'information, il va dire, non, je ne l'ai pas vue. Et ben, je vais tourner à gauche alors qu'il y a une moto, par exemple. Et un deuxième exemple, c'est la perception de couleurs des contrastes sur la route. Donc, lorsqu'un conducteur est confronté à une situation de variation de lumière importante, conduire à l'ombre après avoir roulé sous un fort éclairage ou en sortant d'un tunnel, par exemple, les différences de couleurs et de contrastes peuvent être mal interprétées. Il pourrait, par exemple, avoir du mal à distinguer des zones de la route comme des lignes de démarcation ou des obstacles, ce qui peut entraîner, du coup, des erreurs de jugement sur la distance ou sur la position d'un véhicule ou d'un obstacle. Voilà, il y a aussi, ça te dit, au niveau, il peut y avoir une altérité de la perception des distances. Et on pourrait se dire, bah, tout, en fait, le cerveau, il va pas remodeler l'information. Et encore une fois, il faut allier ce remodelage de l'information avec les nécessités physiologiques du fait de ne pas voir à un endroit parce que quand on a un œil fermé, on voit pas, avec le fait qu'on se sent en surconfiance. Tout ça, ça fait un gros mélange qui fait qu'on prend des risques sur la route. Et c'est voilà, c'est assez important pour en parler. En conclusion, la prise de risque sur la route ne se résume pas à un simple choix rationnel. C'est pas on décide finalement d'aller à 50 au lieu d'aller à 30. C'est pas vraiment nous qui choisissons. C'est vraiment un état des lieux et une prise de décision qui est globale pour le cerveau. C'est une fruit d'une interaction complexe entre nos capacités physiologiques, nos états émotionnels et nos biais cognitifs.
La prévention, elle repose sur une meilleure connaissance de soi, donc reconnaître nos limites, nos automatismes et les influences qui biaisent notre perception du risque, elles permettent d'adopter une conduite plus sécuritaire et responsable. Et au final, la sécurité routière, elle ne dépend pas uniquement des infrastructures ou des véhicules, elle repose avant tout sur nos comportements et notre capacité à anticiper et à gérer les risques. Moi, une phrase qui m'avait marqué, c'est qu'on m'avait dit que la majorité des accidents, il y a énormément de presque accidents par jour, et c'est les bons conducteurs qui font qu'il n'y a pas d'accident. C'est-à-dire que les bons conducteurs vont rattraper les comportements des mauvais conducteurs. Mauvais conducteurs, hein, je mets des guillemets entre bons et mauvais, mais voilà. C'est-à-dire que adopter une conduite plus vigilante, c'est faire un choix éclairé non seulement pour soi, mais aussi pour les autres usagers, parce que c'est vraiment les personnes qui sont vigilantes aux autres qui vont faire que sur la route, il y a moins d'accidents. C'est pas tant des bons conducteurs dans les 75% qui disent qu'ils sont bons là. C'est pas eux qui font que la route est sûre. Et donc, je vais vous laisser avec Joya pour la prévention du risque routier. Non, Lucie, pardon. Ouais. Merci à vous. Merci, merci Théo pour ces explications. Donc, prévenir le risque routier, on va voir les enjeux et les outils avec des bonnes pratiques, en tout cas pour adopter une conduite plus sûre. Alors, pour revenir un petit peu sur des chiffres, hein, c'est plus de 56 000 décès hein, qui sont concernés par les accidents de la route professionnels. Et ça fait plus de 27 millions de personnes qui seraient concernées. Ces accidents résultent d'un enchaînement de facteurs hein, que l'on peut regrouper en trois grandes catégories. Le facteur humain, le facteur lié au véhicule et puis les facteurs liés aux conditions de circulation. Donc justement, pour rentrer dans ces facteurs de risque, vous avez bien répondu tout à l'heure, hein, vous l'avez bien identifié, que c'était le facteur humain qui était principalement ici souligné. C'est 90% du facteur humain, c'est 9 accidents sur 10, hein, ce qui fait beaucoup. Alors, on associe à ça, bien évidemment, une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions. C'est des substances qui peuvent être consommées, comme l'alcool, mais aussi la drogue ou certains médicaments. Mais aussi, on parle de distraction au volant, à qui on va associer un téléphone, une fatigue ou un stress. Ensuite, il y a les facteurs mécaniques. Eux, c'était 5%, hein, on a vu tout à l'heure. Et là, c'est plutôt, ça concerne le véhicule lui-même, avec un mauvais entretien, une défaillance technique ou parfois un problème de visibilité avec des essuie-glaces qui pourraient être usagés, un pare-brise sale. Et tout ça peut venir, bien évidemment, aggraver considérablement ce risque-là. Enfin, il faut pas oublier les conditions, les facteurs liés aux conditions de circulation, la météo, l'état des routes, l'éclairage parfois insuffisant, la signalisation, sont autant d'éléments extérieurs qui peuvent surprendre le conducteur hein, et la conduite euh, et entraîner un accident, surtout dans les accidents de trajet professionnel fréquents et longs. Hein. Voici donc pour une conduite plus sûre et comment adopter les pratiques, je laisse la parole à Joya. Merci Lucie. Alors, nous passons à la partie adopter les bonnes pratiques pour une conduite plus sûre. Donc, tout d'abord, il est essentiel avant de partir de toujours vérifier votre véhicule. Donc, on vérifie la pression des pneus, les freins, s'ils fonctionnent bien, et les niveaux d'huile, de la glace, etc. Planifiez votre itinéraire en amont. Donc, on va éviter justement les imprévus. Soyez reposés parce que la fatigue est un ennemi sur la route. Et bien sûr, attachez votre ceinture, ça on ne le dira jamais assez. Ça devrait être un réflexe vital dès que l'on rentre dans un véhicule. Ensuite, sur la route, donc bien évidemment, respectez les limitations de vitesse, gardez les distances entre la voiture de devant et la voiture de derrière si possible. Évitez les distractions, donc tout ce qui est téléphone, GPS, on évite, et signalez vos intentions. Voilà, donc mettre les clignotants, c'est important.
Ensuite, la sécurité routière est un enjeu pour l'employeur. Donc, votre rôle, justement, tout d'abord, c'est la législation. Donc, connaître et respecter les obligations légales en matière de sécurité routière au travail. Ça, c'est primordial. Évaluation des risques. Donc, on va identifier en fait et analyser les dangers qui peuvent être liés au déplacement professionnel. Et enfin, la politique de sécurité. Donc, on va mettre en place des règles claires et des procédures qui vont être en fait adaptées pour chaque entreprise. Agir concrètement, donc là, on va plutôt parler de formation et de sensibilisation des employés en fait. Donc, les former aux risques routiers et aux bonnes pratiques. On ne fait jamais assez de sensibilisation. La gestion du temps de travail. Donc là, en fait, on parle d'éviter les horaires excessifs et d'éviter la fatigue. Et le choix des véhicules dans la mesure du possible. Évidemment, privilégier des véhicules sûrs et bien entretenus si possible. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi vous diriger sur la boîte à outils pour la prévention du risque routier sur le site présent par la Corse. Vidéo, livret, quiz interactif pour information. Ensuite, quels bénéfices pour votre entreprise? Donc, bien évidemment, la réduction des accidents. Donc, forcément, une diminution des coûts directs et des coûts indirects. L'amélioration de la qualité de travail, parce que montrer l'engagement à la prévention des risques routiers, forcément, ça motive toujours les employés. Et l'engagement de la sécurité des salariés. Un environnement de travail plus sûr et donc un facteur d'attractivité. Donc là, sur l'image, vous avez les contrôles à faire soi-même avant un départ. Donc, comme je vous l'ai dit, le niveau d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein, ça c'est général, c'est une fois par mois, c'est bien. Donc, nous allons passer à la partie outils et technologies d'aide à la conduite. Donc, pour les systèmes d'aide à la conduite, régulateur de vitesse adaptif, donc en fait, c'est ajuster automatiquement la vitesse pour garder une distance de sécurité grâce à des radars ou à des caméras. Donc en fait, là, il peut être moins fiable par mauvais temps. Donc le conducteur reste toujours responsable. L'alerte de franchissement de ligne, donc ce sont en fait des détecteurs de lignes de route en fait et avertis par des sons ou des vibrations en cas de déviation involontaire. Donc ça peut être intéressant en signe de fatigue justement. Et certains systèmes même corrigent la trajectoire. Mais évidemment moins efficaces si les marquages sont absents ou peu visibles. Le freinage d'urgence automatique, donc là en fait c'est toujours des détecteurs d'obstacles et freinent si le conducteur ne réagit pas à temps. Par contre, voilà, il peut se déclencher si, de façon imprévue, si vous avez un petit obstacle, vous l'avez vu, il ne gêne pas votre trajectoire, mais forcément la voiture peut directement freiner et là peut provoquer des accidents. La surveillance des angles morts, donc là, tout simplement, c'est un investissement si un véhicule est dans l'angle mort et peut empêcher le changement de voie. Et il peut aussi réagir à des objets fixes qui peuvent tromper justement l'outil. Enfin, l'aide au stationnement, donc bon, là, c'est l'utilisation des capteurs en fait ou de caméras qui peuvent détecter les obstacles proches lors des manœuvres et avertir par bip ou par visuel, tout simplement. Certains systèmes peuvent même garer le véhicule automatiquement. Donc attention aux petits objets ou bordures qui sont non détectées et toujours vérifier autour du véhicule. Pour les applications mobiles de sécurité routière, ça on fait un petit point rapidement dessus. Voilà, c'est en fait des informations qui sont en temps réel sur le trafic. On peut avoir aussi les dangers, les limitations de vitesse, les travaux, etc. Également, les surveiller la vitesse, les freinages brusques et peuvent proposer des conseils d'amélioration. Et enfin, le suivi des trajets, donc alerte en cas de conduite à risque, optimisation des itinéraires, voilà. Donc, nous allons passer au programme de sensibilisation et de formation. Donc là, nous avons quelques mots-clés. Donc, former et sensibiliser les salariés, donc en abordant fréquemment le sujet des risques routiers. Les employés intègrent mieux forcément les bonnes pratiques. Donc, en fait, on va combiner les formations théoriques et exercices de pratique.
Tester, donc en testant différentes approches, l'entreprise peut donc évaluer leur efficacité en fait et ajuster si nécessaire les formations. Cela peut inclure des technologies de sécurité, des changements d'organisation des déplacements ou de nouvelles procédures. Collaborer, donc impliquer les salariés en fait dans le sujet parce que leur expérience du terrain et leurs idées peuvent grandement contribuer à des solutions adaptées et efficaces. Cette approche participative favorise également l'adhésion aux mesures mises en place. Donc, motiver les salariés, donc là, c'est pareil, hein, on essaye de les faire en fait participer aux enjeux, tout simplement. Persévérer, donc la ténacité dans la mise en œuvre et le suivi des mesures de sécurité est essentiel pour obtenir des résultats durables et significatifs. Échanger, donc là on parle de partage en fait d'idées et d'expériences entre les membres de l'équipe, multiplier les perspectives et enrichir les stratégies de prévention. Et enfin, donc chercher la recherche collective de solutions encourage l'innovation et l'adaptation continue des pratiques de sécurité routière. Elle mobilise les compétences et la sécurité de tous les acteurs de l'entreprise. Allez, donc dernier point, un petit retour sur la loi. Donc, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2021, les entreprises de plus de 100 salariés situées en zone couverte par un plan de déplacement urbain doivent mettre en place un plan de mobilité conformément à la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Un plan de déplacement urbain, c'est un document de planification qui définit comment en fait organiser les déplacements dans une ville ou dans une agglomération. Et le plan de mobilité, c'est une version actualisée en fait et élargie du plan de déplacement urbain adapté aux enjeux contemporains de la mobilité et applicable à un plus grand nombre en fait de territoires. Voilà, donc je vais laisser la parole à Cécile et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Donc, merci à tous nos intervenants. Donc, avant de passer à vos questions, je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay et le support de ce webinaire sur notre site internet présence-pacacorse.org dans la rubrique ressources d'ici quelques jours, hein, moins d'une semaine, ce sera en ligne. Et donc là, nous allons passer maintenant à vos questions. Donc, je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions en utilisant le bouton questions-réponses Q&R. Donc, nous avions une première question. Est-ce que la fatigue, le stress, la prise d'alcool, médicaments, drogue augmente les distorsions de couleur et perception de notre cerveau? Alors, est-ce que peut-être Théo voudrait prendre la parole sur cette question? Ouais, en cas. Alors, au niveau de la distorsion des couleurs, alors je connais pas. Je dirais que j'imagine que oui, certaines drogues et certains médicaments peuvent distordre les couleurs. En tout cas, au niveau de notre perception, oui, clairement, la fatigue, le stress, la prise d'alcool, les médicaments et les drogues peuvent augmenter notre distorsion de manière générale au niveau de notre perception globale, on va dire, mais que ce soit visuelle, auditive ou même, il y a d'autres distorsions, hein. C'est certainement des fois même le but recherché à travers certaines drogues ou même l'alcool. Enfin, il peut y avoir ça. La fatigue et le stress, évidemment, oui, sont des facteurs qui entrent en jeu. Notamment, on sait que les personnes, la fatigue joue presque autant que l'alcool dans notre temps de réflexe. Je sais plus comment est-ce qu'on appelle, mais oui, voilà, le temps qu'on prend pour freiner. Une personne qui est très fatiguée, c'est un temps qui est égal, voire supérieur à une certaine dose d'alcool. Donc, quand on dit il faut pas boire d'alcool, il faut pas non plus être fatigué, trop fatigué avant de prendre la route, parce que c'est aussi un comportement qui est à risque. Et voilà, les médicaments, il y a des médicaments qui sont normalement ils sont codés, codifiés. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et à partir du niveau 2, on peut plus prendre la route, je crois. Mais voilà, c'est précisé. Derrière, il y a un pictogramme qui indique. Donc, au niveau des médicaments, vous pouvez vous renseigner sur votre capacité ou non à aller prendre la route.
Et sinon, bah, pas d'alcool, c'est le mieux, même zéro. Zéro, c'est vraiment le top, hein. Zéro alcool. Je sais qu'on a le droit jusqu'à 2 verres, en fonction des physiologies, etc. Mais bref, on a le droit à 0,5. Mais le mieux, c'est quand même le zéro total. Et drogue, bah, ça interdit, du coup. Merci beaucoup. On a une question. Alors, je pense que c'est plus une question peut-être à poser directement à votre service de prévention et de santé au travail. C'est une personne qui demande si elle veut former un responsable de gestion du risque routier pour son entreprise. Est-ce qu'on a des formations à lui conseiller? Alors, je ne sais pas si nous intervenons dans des formations, mais sinon, voilà, rapprochez-vous de votre service de prévention et de santé au travail. Ils pourront vous orienter pour ce type de questions. Euh, alors, on a une question. La personne nous demande comment mieux dissuader les automobilistes d'interagir avec leur smartphone sur la route. Alors, c'est vrai que c'est assez général comme question, mais peut-être, je ne sais pas s'il y a peut-être un peu des conseils à donner au niveau de l'entreprise pour éviter que les salariés utilisent leur smartphone sur la route, un peu des règles de bonne pratique. On entend souvent de pouvoir peut-être avoir comme une sorte de charte où on demande aux gens de laisser leur téléphone peut-être dans le coffre au moment quand ils conduisent, ce genre de choses. Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être Lucie, est-ce qu'il y a des techniques, enfin des bonnes pratiques à adopter en entreprise pour éviter que les salariés utilisent le smartphone sur la route? Oui, oui, bien sûr, il y a des choses à mettre en place. C'est voir aussi comment le salarié, s'il est autonome dans la prise de ses rendez-vous, si les temps de déplacement dédiés justement pour se rendre d'un point A à un point B est bien calculé pour lui éviter justement d'être dans la précipitation et puis bien planifier son déplacement d'un point A à un point B, euh, identifier le lieu, etc. Et ensuite, effectivement, faire des rappels par des chartes. C'est ce qu'on peut voir parfois dans les entreprises, des chartes de bonne conduite, effectivement, qui rappellent l'utilisation du smartphone. Mais en amont, je pense qu'aussi, il faut bien préparer ses déplacements, euh, voilà, vérifier la météo, la circulation, si on est dans des grandes villes, voilà, avoir un temps dédié qui fera qu'on n'utilisera pas ce téléphone au moment du déplacement. Ok. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nos intervenants peuvent répondre à cette question. Dans quelle mesure peut-on organiser un dépistage alcool-drogue dans l'entreprise? Est-ce que vous avez le cadre pour ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers son Alors, service de prévention et de santé au travail? le mieux, c'est de Oui. se tourner vers son service, mais je sais qu'on peut rien faire sans le consentement de la personne. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas faire un test, elle ne le fait pas. Seulement, vous pouvez refuser je crois, à vérifier, mais je crois que normalement, vous pouvez refuser qu'elle intervienne. Enfin, quand un camionneur, si vous voyez qu'il y a eu si la personne est en état d'ébriété, voilà. Mais vous devez aussi la ramener en sécurité. Il y a un peu ce flou dans le fait de la personne ne doit pas rentrer du coup avec sa voiture, mais vous pouvez pas lui dire de être au travail. Et donc, c'est entre guillemets, il y a un peu un flou comme ça, mais je vous conseille de vous tourner vers votre service de santé, et vers le médecin du travail, qui pourra sûrement mieux répondre. Mais voilà, la seule chose, c'est que on peut pas faire sans le consentement. On peut pas prendre comme ça et dire, voilà, faire un test, ni alcool, ni drogue, sans que la personne ne soit d'accord derrière. D'accord. On a des Je me participants permets qui... juste Oui, sauf si on est sur des postes à risque hein, et que c'est stipulé dans le non, règlement intérieur. Hein. ok. Voilà. Donc c'est pour ça que oui, se rapprocher d'un service de santé au travail, aussi de son service qui vous suit au niveau du droit, tout ce qui est législation, si vous avez voilà, un service qui vous suit. Ok. Euh, une question, alors je ne sais pas, là aussi, on demande un conseil pour savoir quel temps de trajet maximum raisonnable pour éviter tout risque peut-on rouler dans la même journée dans le cadre de son travail pour des professions qui ne sont pas dans le transport.
Bon, je ne sais pas si c'est un peu compliqué de donner un trajet maximum. En tout cas, légalement, il n'y a rien qui existe à ce niveau-là. Il y a pas, moi, pour le coup, ça dépendra des personnes aussi. Une personne qui est habituée à conduire et qui aime ça, c'est différent d'une personne qui est effrayée sur la route, qui va être en, en, en surinterprétation et surexposition du risque. Donc, c'est un peu différent. Enfin, je pense pas qu'on puisse quantifier un temps maximum. Le mieux, c'est de l'éviter au plus. Voilà, quand il y a possibilité, la meilleure manière d'éviter un risque, c'est de ne pas le prendre. Et donc, bah, ça peut passer par le télétravail, par exemple. Mais voilà. Quel temps maximum, je pense pas qu'il y ait une statistique qui ait été donnée en tout cas sur ça. Ok, une question, je pense que là, peut-être Lucie peut répondre sur la responsabilité d'un salarié en mission en cas d'accident de la route. Sa responsabilité, Oui, quelle est la responsabilité d'un salarié en mission en cas d'accident de la route? bah, l'employeur, il a une responsabilité dans le cadre de la mission, mais le salarié, lui aussi, a une responsabilité hein, enfin, de sa santé, de la santé des autres et de la sécurité. Donc, si on identifie que son salarié, je sais pas moi, c'est parce qu'on si on évoque ça, c'est qu'on a peut-être identifié quelque chose qui n'est pas comment dire que le salarié fait quelque chose qui vous paraît pas dans le cadre, donc mais il a lui aussi sa responsabilité. Après, il faut pouvoir l'identifier. C'est ça le truc. Qu'est-ce qui engendrerait le fait qu'ils prennent des risques? Euh, il faudrait aller un peu plus loin là-dessus. Mais oui, oui, il a sa responsabilité, évidemment. Et le chef d'établissement. Je sais pas si j'ai été claire. Oui, 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 merci beaucoup. Alors, il y a une question aussi, mais là, je pense qu'on n'a peut-être pas des chiffres à fournir pour savoir si le nombre d'accidents a augmenté depuis l'arrivée des téléphones portables. Je- Oui, clairement, oui. Ah, On voilà. était à 3000 morts en 2020 et plus de 300 000 blessés. Environ 80% des personnes, enfin des conducteurs utilisent leur téléphone au volant. C'est 4 conducteurs sur 5. C'est énorme. Donc oui, effectivement, depuis l'arrivée des téléphones, les accidents de la route ont explosé. Ok, bon, d'où cette importance de rappeler aussi tout à l'heure les règles de bonne pratique pour l'usage des téléphones pour les salariés qui sont amenés à prendre la route. Ok, je vois qu'on n'a plus de questions, donc voilà, je vais juste, quand vous allez vous déconnecter, vous aurez une fenêtre avec un petit questionnaire de satisfaction, c'est pas très long, hein, ça prend vraiment juste quelques secondes. Si vous pouvez y répondre, comme ça nous permettra de nous améliorer pour nos prochains webinaires. Et voilà, je vous rappelle que vous retrouverez le replay et le support d'ici quelques jours sur notre site internet. Et je remercie nos intervenants et tous les participants et je vous dis à bientôt. Au revoir.